Bonjour Jacques Attali. Bonjour. Économiste, écrivain, bien sûr. Merci d'être avec nous. Vous publiez une monumentale histoire des médias, des signaux de fumée aux réseaux sociaux. Et après, dites-vous, chez Fayard, on va en parler dans quelques instants. Et au fond, vous vous posez des questions. Vous dites d'ailleurs en introduction, vous citez Coluche, vous dites on ne peut pas aller à la télévision, on ne peut pas y dire la vérité parce qu'il y a trop de monde qui regarde. C'est Coluche qui disait ça. Mais vous le citez. C'est une phrase incroyable qui dit qu'en effet, la vérité n'est peut-être pas toujours bonne à dire et dans beaucoup de cas, les médias la cachent. D'abord parce que les puissants veulent garder des vérités pour eux dont ils se servent. Les puissants de toute nature, pas seulement les puissants politiques, mais aussi les savants. Il y a des brevets qui doivent être conservés, il y a des secrets qui doivent être conservés, mais aussi parce qu'il y a une dimension de manipulation dans la transmission d'informations qui est permanente, qui est très ancienne. J'ai voulu en effet raconter cette histoire longue, comme j'ai fait une histoire longue de nombreux domaines, parce que j'ai toujours pensé que si on veut comprendre l'avenir, il faut connaître l'histoire. Et donc je me suis astreint très méthodiquement à prendre un très grand nombre de sujets, la musique, la médecine, la géopolitique, l'amour, la propriété, l'alimentation, la mer, pour essayer de raconter des histoires longues. Et là, j'ai voulu m'attacher à un sujet particulier, qui est l'histoire longue des médias, parce que les médias, c'est nous depuis l'Antiquité. Un média, avant, c'était comment on transmet une information par la parole, par les signaux de fumée, par les pigeons voyageurs, par les stèles, par les papyrus. Puis ensuite, progressivement, comment ça évolue aujourd'hui. Est-ce qu'on peut en tirer des lois pour l'avenir? Et on se rend compte alors que l'avenir n'est absolument pas fait de journaux, de télévision et de radio, ni même de réseaux sociaux comme aujourd'hui, mais de bien autre chose qui est déjà souterrain en train de naître et qu'on ne peut comprendre que si on connaît l'histoire longue d'avant. Oui, parce qu'au fond, ce qu'on apprend de cette histoire, vous nous racontez, c'est absolument fascinant, c'est que les médias dominants, aujourd'hui Internet par exemple, sont forcément condamnés. C'est-à-dire qu'il y a toujours autre chose qui va remplacer quelque chose. Alors la question, c'est qu'est-ce qui va se passer maintenant ? C'est curieux parce que jusqu'à présent, les médias se sont ajoutés les uns aux autres. La radio n'a pas nui pendant longtemps aux journaux papier. La télévision n'a pas nui à la radio ni aux journaux papier jusque vers 1980 à peu près. À ce moment-là, les journaux papier ont commencé à plafonner, ils ont commencé à décliner à partir de l'an 2000. Et les réseaux sociaux, alors là, ont été un premier média nouveau qui a nuit aux médias antérieurs. Et en point qu'aujourd'hui, on peut penser que les journaux papier, mis à part des journaux très précis, très spécialisés, sont des journaux qui vont avoir du mal à tenir. Et on peut penser aussi que les journaux, que les radios et les télévisions auront aussi beaucoup de difficultés à tenir. Ça veut dire qu'au fond, ce qu'on connaît aujourd'hui va disparaître, c'est-à-dire les journalistes, les réseaux sociaux, peut-être même Internet. Non, on n'en est pas là. Les journalistes, on en a encore besoin, ils sont vitaux, essentiels, il faut les défendre. C'est la condition de la vérité, c'est la condition du professionnalisme, on a absolument besoin. Les journaux papier sont encore là pour un moment, même s'ils sont sans doute très menacés. Les télévisions et les radios vont survivre encore longtemps, surtout s'ils sont financés par les puissances publiques. Les radios, d'ailleurs, ont plus d'avenir, à mon avis, encore que les télévisions. Et les réseaux sociaux sont devenus des services publics. Donc la question, c'est pas savoir s'ils vont disparaître, on en a énormément besoin, ils rendent d'immenses services. La question, c'est de savoir si ce sont des entreprises privées dans l'intérêt du privé ou dans l'intérêt de la collectivité. Et aujourd'hui, contre leur gré, ils sont devenus des entreprises publiques. Oui, mais au-delà de cela, Jacques Attali, il y a la question de la vérité, des fausses informations, il y a la question de la démocratie, il y a deux questions du monde. Il y a deux grandes questions qui se posent. La première, c'est qu'il est de plus en plus difficile de faire connaître la vérité, de savoir que c'est vrai, avec un déluge d'informations de toute nature qui surgissent, etc., partout. Et donc ça, c'est clair. Ça devient très difficile. Et donc, une des clés de demain, et c'est là où les journalistes trouvent un rôle, c'est là où aussi l'éducation joue un rôle très important. Il faut enseigner ce que c'est que la vérité. Il faut enseigner la distinction entre ce qui est vrai, ce qui est une croyance et ce qui est une opinion. Les trois choses sont différentes. Il faut aussi qu'existent des logiciels, si possible, qui nous permettent idéalement de savoir si telle information est vraie. Je rêve d'une application qui, avec Shazam, on peut reconnaître un œuvre de musique. Avec cette application, on pourrait savoir. Ça. On peut chercher, on devrait le trouver. Puis, naturellement, au-delà de la question de la vérité, il y a la question de ce qui va apparaître après, avec les hologrammes, les robots. Vous serez un jour en hologramme, moi aussi. Les journalistes sont transformés en robots. C'est déjà le cas. Il y a déjà des hologrammes qui écrivent
des logiciels qui écrivent des articles dans les journaux. Il y a plein d'articles déjà dans beaucoup de journaux qui sont écrits de façon totalement automatique. Même avec des styles particuliers, on peut écrire un livre de Proust ou de Zola aujourd'hui d'une façon automatique, en mettant énormément d'informations sur la façon dont ils écrivaient. On peut le faire de façon orale, puisqu'on peut transcrire de l'écrit en oral, et on peut le faire aussi de façon virtuelle, puisqu'aujourd'hui, en image, il y a déjà des journalistes en hologramme, et demain, vous et moi, on sera en hologramme. Et c'est là où ça introduit une nouvelle question de vérité. Si on ne saura pas si c'est vous ou moi, ou si c'est des gens qui, sous forme d'hologramme, nous imitent. Oui, ce sont à la fois des perspectives absolument incroyables, extraordinaires, mais aussi des dangers. Il y a aussi derrière tout ça peut-être des risques. Énorme. Ce sont des perspectives extraordinaires qu'on voit déjà avec les jeux vidéo. On entre dans le réel virtuel dans le jeu vidéo, on entrera dans le réel ou réel imaginaire, puisqu'on pourra avoir des informations où on assistera, on entrera dans l'événement, on entrera dans l'attentat, dans la guerre, dans l'élection, dans le match de foot auquel on assiste. Des terroristes pourront s'en emparer. Les terroristes, les manipulateurs de toute nature pourront se servir, et se servent déjà d'ailleurs de tout ce qui est cybernétique, tout ce qui est de cyber pour attaquer d'une façon extrêmement violente les sociétés extrêmement fragiles que nous sommes. Oui, et puis une division du monde, dites-vous, au fond, ceux qui seront puissants, les riches, qui pourront même se transformer. Utopiquement, idéalement, si on pousse au loin le raisonnement, ce qui est en train de venir, c'est la possibilité pour quelqu'un de devenir lui-même un hologramme, et idéalement, au bout de la route, peut-être dans un siècle, de transférer tous ses souvenirs dans un hologramme. Tout son passé, toutes ses données dans un hologramme. Et est-ce qu'on arrivera à franchir l'étape où on aura transféré toutes ces données à une étape où on transférera la conscience de soi? Si on transfère la conscience de soi à un algorithme, on est immortel. Oui. Ce sont des enjeux absolument incroyables. Et, vous dites aussi clairement, il faudra un jour démanteler les réseaux sociaux. Ça, c'est pour demain matin. Démanteler les réseaux sociaux, ce qui paraît aujourd'hui incontournable, les réseaux sociaux. En tout cas, on en a besoin. Donc il ne faut pas les détruire, il ne faut pas démanteler, il ne faut pas casser les réseaux sociaux. On le voit bien en particulier pendant la pandémie, combien ils nous sont précieux, ils rendent des services immenses, on en a vraiment besoin. Donc il faut les maîtriser. Ils sont involontairement, comme je l'ai dit tout à l'heure, devenus des services publics. Il faut qu'ils en assument le coût et la charge. On ne peut pas laisser à des patrons privés la possibilité de faire d'immenses fortunes et excessives, parce qu'il n'y a pas d'impôts mondiaux, et en même temps de décider qui a le droit ou qui n'a pas le droit d'avoir un compte Twitter. C'est pas possible, ça doit être fait d'une façon démocratique. Oui, mais ça veut dire demander des comptes aux GAFA, et vous dites d'ailleurs révéler leur logiciel. Est-ce que ça, aujourd'hui, on voit, c'est une sorte d'impuissance face à la puissance des GAFA? Impuissance parce que les GAFA ont les moyens énormes de payer des avocats, des ingénieurs, beaucoup plus que les gouvernements ont beaucoup moins de moyens de payer des avocats ou des ingénieurs de très haut niveau pour contrôler ce qu'il y a dedans. Or, aujourd'hui, on voit bien que ces logiciels nous rendent addicts, nous rendent fous. On ne peut pas passer une minute sans regarder ce qu'on a sur son compte, etc. etc. Oui, c'est l'avenir de l'humanité, au fond. Oui. Et vous dites même, à un moment donné, ce qui peut paraître presque, par rapport au sujet du livre, iconoclaste, vous dites qu'il faudra apprendre à ne plus s'informer. Quelque part, il faut arriver à se libérer de ça. Il faut apprendre, mais ça c'est pas demain, c'est aujourd'hui. Il faut apprendre à prendre des distances, il faut apprendre à couper, il ne faut pas rester des heures connecté, il faut être capable de poser son téléphone pendant 1 heure, sauf en cas d'urgence, il faut être capable de prendre vraiment du recul. Et ça, j'invite chacun d'entre nous, premièrement, à prendre des distances avec les réseaux sociaux. Deuxièmement, à lire sur papier des livres, celui-là parmi d'autres, à tout le temps être à la recherche de la vérité et à se poser sans cesse la question de savoir si c'est vrai ou si c'est une thèse qu'on veut nous imposer. Et quatrièmement, à essayer de comprendre l'avenir pour pouvoir agir dessus. Oui. Mais vous dites clairement, il y a des médias aujourd'hui qui manipulent, qui donnent de fausses informations, et puis il y en a, dont vous dites, des médias magnifiques, qui au contraire informent, recherchent la vérité, et dont vous dites, leur mission est d'inciter à agir, de ne pas être passif. Exactement, c'est ce qu'on voit il y a de nouveaux médias. J'explique que les premiers médias, ça s'appelait des avisis, c'était des lettres confidentielles manuscrites au XVe siècle. Aujourd'hui, on voit réapparaître ces lettres confidentielles
pour abonnés sur le numérique, ce que j'appelle les avis numériques, fait par de très grands journalistes un peu partout à travers le monde, parfois dans des conditions de censure extrêmement difficiles, parfois dans des conditions démocratiques. Et ça, c'est très important, ça doit continuer. C'est vraiment la clé de la survie de notre société. Oui, mais quand vous dites justement le mot censure, on voit aujourd'hui qu'il y a ce risque de demain d'être dépendant, comme on l'est, ou se rendre dépendant passivement de médias dont on ne maîtrisera ni les contenus, ni la capacité qu'ils auront de nous censurer. Nous avons le privilège d'être ici en France, dans un monde relativement démocratique, où on peut dire à peu près ce qu'on veut, peut-être parfois avec excès d'insultes et d'injures et de menaces. Mais dans une très grande partie du monde, la censure est là. Il y a des pays où Internet peut être ouvert ou fermé par un pouvoir politique. Donc ce que vous annoncez comme une menace ici est déjà une réalité dans une grande partie du monde. Oui. Comment on paiera le prix de la liberté au fond? Est-ce que le prix de la liberté, c'est d'accepter aussi parfois des médias qui vous injurent, qui vous injurient? Oui, c'est le prix de la liberté. La liberté se paye d'une moindre sécurité. Et c'est ça le choix qu'il va falloir faire. Oui, mais c'est la démocratie qui est en jeu, Jacques Attali. C'est la démocratie qui est en jeu tous les jours, dans chacune des dimensions de nos vies. Elle est en jeu sur la liberté de la presse, qui, je le raconte dans le livre, est la clé de la naissance de la démocratie. La démocratie est née avec la liberté de la presse. Elle est même un baromètre, un peu le moyen de voir ce qu'il en est. Et puis, la démocratie est aussi en jeu, menacée par la puissance des marchés, la puissance de l'argent, qui est bien plus forte que les États et les démocraties qui sont supposées gouverner les États. Oui, mais combat planétaire, dites-vous. Oui, ça veut dire qu'il faut mener ce combat. Est-ce que c'est un combat citoyen ou est-ce que ça doit se faire à l'échelle des États? C'est les deux à la fois. Les États ne sont que les porte-parole des citoyens, en principe. Donc il est clair que nous avons besoin, dans ce domaine comme ailleurs, on le voit sur la pandémie, où on a besoin de règles internationales, on a là aussi besoin de règles internationales. Oui, et ces règles-là, on pourra s'entendre? C'est-à-dire qu'il pourrait y avoir une sorte de règlement planétaire? Je pense que oui. Les Européens ont proposé des réglementations, les Américains commencent à y réfléchir. Il y a un début de réglementation sur une fiscalité à l'échelle de l'OCDE sur les GAFA. Je pense que ça vient. Comme ça vient sur la pandémie, comme ça vient sur l'hygiène, comme ça vient sur beaucoup de sujets. Oui, mais quand vous dites, par exemple, pour conclure, Jacques Attali, il faudra retirer aux GAFA leur accès, leur appropriation des données personnelles, il n'existe plus. C'est ce qu'ils font, c'est ce qui fait leur existence. C'est ce qu'ils font, et malheureusement, aujourd'hui, si vous demandez à quelqu'un, même à chacun d'entre nous, est-ce que vous êtes prêt à payer une petite somme pour avoir accès aux services publics, mais à garder vos données, aux réseaux sociaux, mais à garder vos données? Beaucoup de gens répondent non, je préfère l'avoir gratuitement. Donc beaucoup de gens sont prêts à abandonner leurs données, et c'est ça la vraie bataille. Oui, mais quand vous décrivez, en conclusion de ce livre, l'avenir, les enjeux absolument considérables pour toute la planète, on n'a pas l'impression encore qu'on en a pris vraiment conscience. Vous êtes optimiste quand même, vous dites, je pense que on peut gagner cette bataille. C'est une bataille mondiale dans laquelle, on n'en a pas parlé, l'Asie et l'Afrique vont jouer un rôle absolument majeur, parce que c'est en Asie et l'Afrique que se joue l'avenir du monde. C'est en Asie et en Afrique que se joue l'avenir du monde là aussi. Et donc c'est encore gagnable, oui, absolument. Oui, merci, Jacques Attali. Ça s'appelle Histoire des médias, des signaux de fumée aux réseaux sociaux. Et après, chez Fayard, c'est considérable. C'est un livre absolument incroyable pour éclairer sur l'un des plus grands enjeux de l'avenir aujourd'hui. Merci beaucoup, Jacques Attali, d'avoir été notre invité aujourd'hui. Merci infiniment. Merci de votre invitation.